Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Zinzine, Vademecum. Donc aujourd'hui, c'est un spécial naturopathie avec Nicolas Bertolotti qui est avec nous. Lui-même présent, bonjour. Lui-même présent, tout à fait. Et donc, qui va nous parler de son activité, de son travail. On a une petite heure. Donc, on va pouvoir aborder les sujets qui te tiennent à cœur. Et puis, le but, c'est aussi que pour ceux qui nous écoutent, c'est un petit peu comme pour leur faire un espèce de réveil, de se dire, tiens, comment moi, je peux mieux prendre ma santé en main. Et je pense que si on arrive à ça, ça sera super. Hein ? Alors, toi, comment t'en es arrivé à exercer ce métier, finalement, Nicolas ? Alors, bonjour tout le monde. Alors moi, je suis pas de la santé au départ. Hein. Je viens pas des professions de santé, ni de par ma famille, etc. J'étais plutôt scientifique. J'avais fait un bac plus 2 de chimie au départ. Bon, j'ai pas mal essuyé de boulot dans lesquels je finissais par partir quand ça tournait en rond. Et puis j'ai eu des problèmes de santé qui se sont on va dire, générés, qui ont commencé à apparaître sans lésion, sans accident, sans raison factuelle ni traumatique. Et le problème, c'est que j'ai fait un petit peu comme tout le monde. J'étais encore à peu près jeune, j'avais 35 ans, donc 35 ans, on est en pleine santé, hein, on est en force de l'âge, et je voyais que j'arrivais pas à revenir. J'ai une tendinite qui est arrivée au coude, voilà, qui arrivait par le biais des efforts faits au travail, mais qui partait plus, puis qui s'installait dans le temps. Puis une sciatique qui a commencé à se pointer, et puis toujours ce côté inflammatoire qui revient. Alors, on retourne voir le médecin, INS, hein, anti-inflammatoire, analgisant, antalgique, et puis on fait un arrêt maladie, puis aussitôt que je refaisais l'effort, je m'en sortais plus. J'étais jamais soigné, en fait. Et puis les mois passent, les années passent, parce que ça va quand même assez bien comme ça. Hein. Et puis petit à petit, je commence à avoir des problèmes digestifs. C'est-à-dire que j'étais soigné pour la tendinite, pour le dos, pour des douleurs inflammatoires, pour retourner au boulot, pour continuer la vie. Hein. Je m'en remettais pas. Puis en plus, des nouveaux problèmes arrivaient. C'est-à-dire que je commençais à avoir des remontées acides, un estomac... qu'on m'a dit après la fibro, d'ailleurs, après l'examen, un caméra de l'estomac qui était rouge, comme un paquet de Marlboro. Donc, un estomac qui en pouvait plus, un système digestif qui part en vrille. Quelques années derrière, donc je continue dans mes activités. Donc moi, j'avais une vie où j'étais technicien sur les chantiers, ça va vite, on intervient pour sauver un petit peu le chantier avec des tests un peu chimiques pour essayer de rattraper les à côté. C'est des gros sous, donc on est appelé à beaucoup de responsabilités, on nous met la pression. J'allais d'un côté à l'autre de l'Île-de-France avant de venir, voilà. Il y avait beaucoup d'adrénaline, quelque part, pas vraiment le temps de s'occuper un petit peu de ce qui ne va pas en toile de fond, jusqu'au jour où. Les œillères, et voilà, le jour où. Alors, le jour où, je me retrouve à plus pouvoir conduire, à avoir une douleur, mais déchirante, à chaque fois que je passe l'embrayage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'appuie sur les voitures, les vieilles voitures, avec ce bel embrayage, là, les voitures de chantier, je peux plus. Je suis obligé de m'arracher des cris de douleur pour pouvoir passer ma vitesse. Et là, je retourne voir le médecin de famille. Il me dit, mais oui, mais vous savez, c'est votre génétique, dans la famille, le stress, ça vous fait mal au ventre. Alors, spasfon, météospasmide, et blablabla, et blablabla. Mais moi, le problème, c'est que j'ai de plus en plus mal. Et c'est crescendo. Et donc, pour la première fois de ma vie, je me dis, là, ça va plus, je suis en train de m'enterrer tout seul. Là. Si on continue comme ça, c'est quoi ? J'ai pas 40 ans, j'arrête tout, je peux plus faire ce travail, je peux plus faire de sport. Donc, je vais voir un gastro-entérologue. Et déjà, première démarche, parce que on va voir son médecin famille, on attend que la personne nous guide jusqu'à peut-être un autre spécialiste. Ce qui s'est pas fait déjà. Donc, voilà, je me dis, il faut y aller. Donc, je trouve un gastro-entérologue qui, rapidement, un diagnostic en 10 minutes, me dit, t'as 2 hernies inguinales, tu frôles la péritonite, on va t'opérer dans la semaine. Ah, quand même. Et je me fais opérer, effectivement, je suis pris rapidement. Et de là, en fait, je me dis, mais comment c'est possible que je sente que tout mon système est en révulsion, en fait. Cette espèce d'inflammation qui gagne du terrain, qui prend racine. Pourquoi j'ai pas de solution ? Qu'est-ce que je dois faire, en fait ? Et je vais voir un herboriste.
Je vais voir un herboriste, première fois, premier contact avec la santé naturelle. Je vais voir un herboriste qui était à Montparnasse à l'époque. Un vrai herboriste, comme on n'en fait plus, c'est-à-dire que c'est pas une pharmacie qui vend des plantes, c'est un vrai herboriste. Ça, c'était très loin de chez nous alors. Ouais, je suis arrivé, bon là c'est... Ouais, vous m'avez adopté quand même, je suis arrivé en 2012. On t'a adopté, bon. Maintenant, tu es à Venelle, tu es dans le coin là. Mais on n'oublie jamais ses racines. Non, et ça fait partie du soin, ça fait partie du soin. Exactement, l'itinéraire est important. Et voilà, et je me vois concocter une tisane, et surtout j'ai une personne en face de moi qui me pose des questions sur des problèmes, sur comment je vis, comment je mange, quel est mon stress, quelle est ma tendance, ma posture. Rapidement, il y avait du monde derrière moi, rapidement, et qui me dit « Ok, tu fais des rétentions d'acide, t'es une personne qui en génère par le stress, et en plus qui l'élimine mal, je te fais une tisane. » Il me fait ma tisane, mais ces questions m'avaient déjà tellement touché. Il n'y a pas une question où j'ai pas dit oui, quoi. Il a mis la lumière sur la gingivite que j'avais depuis tout petit, ce côté stress, ce côté sommeil léger. Il a compris ce qui se passait en moi. Il n'a pas pu me l'expliquer, mais il l'a compris, lui. Et je le vois qu'il l'a compris. Il me donne cette tisane, un truc bien dosé, on parle pas des sachets de tisane. Et je le fais, et au bout de 10 jours de cure, je me retrouve pour la première fois, avec une douleur. Il en restait encore, évidemment, mais un soulagement de douleur que jamais auparavant j'avais eu. Et là, je me suis dit, mais alors pourquoi ? Mais comment je fais des acides ? Mais d'où ils viennent ? Mais à quoi ça correspond ? Qu'est-ce qui fonctionne pas chez moi ? Et puis j'ai commencé à chercher. Alors bon, là c'est que le début. Les livres, la compréhension, le lien fait avec mon mode de vie, mon alimentation, mon stress, ma façon de dormir, mes faiblesses caractéristiques depuis ma naissance en fait. Ceux que tout à chacun ont en fonction de son génotype, sa nature, ses tendances. Bien sûr, un joli cocktail de force et de faiblesse. Chaque individu à sa façon, avec ses propres à lui. Et du coup, j'ai compris que je pouvais vraiment me soigner, mais que cela dépendait pas simplement d'un traitement, cela dépendait pas seulement d'un soin, mais qu'en fait, il allait falloir que je nettoie quelque part mon corps, que je redonne des conditions de vie et que je soulage mes faiblesses que j'ai trop longtemps laissées de côté, que je soulage mes points faibles, que je renforce mes points faibles que j'ai trop longtemps laissés de côté, voire même sur lesquels je tirais sans m'en rendre compte en fait. Donc en fait, à ce moment-là, on peut dire que quelque part, tu as pris le chemin pour devenir ton propre médecin intérieur, à force de réfléchir, de cheminer, de s'intéresser. Ça t'a éveillé à quelque chose qui faisait vraiment sens pour toi. Ah oui, complètement. Déjà, ça t'a aidé à diminuer la douleur. Et donc, maintenant, ça fait donc 5 ans que tu exerces à Venelle. Et du coup, toi, c'est quoi les pathologies récurrentes pour lesquelles on vient te voir, par exemple ? Alors, c'est particulier, c'est que depuis que j'ai commencé, j'ai toujours eu une espèce de saisonnalité, des récurrences de pathologies. C'est-à-dire que je vais avoir des moments où je vais avoir plein de gens. Au début, j'ai commencé par du lourd, des maladies auto-immunes, qui viennent voir un naturopathe. Est-ce que tu peux juste nous faire J'entends beaucoup parler de maladies auto-immunes et je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas du tout ce que ça veut dire. Donc, si tu peux nous éclairer là-dessus et après on reprend. Alors, pour faire simple, donc moi je suis pas médecin, je suis pas tenu de dialoguer avec un vocabulaire technique. Pour faire très simple, on a un système immunitaire, c'est celui-là même qui nous fait faire une fièvre pour ralentir la progression, par exemple, d'un virus, celui-là même qui lance des anticorps pour combattre le virus, pour me protéger des agresseurs extérieurs. Et il arrive que ce système immunitaire soit tellement perturbé, en fait, c'est une progression lente qui est invisible, c'est bien le problème. Et on arrive à un moment où le système immunitaire qui a perdu sa bonne fonctionnalité attaque les cellules du soi. C'est-à-dire que c'est une attaque contre soi-même. C'est nos cellules de l'immunité qui attaquent des cellules saines de notre organisme, souvent les glandes, comme la thyroïde, comme le pancréas, ou ça peut être aussi les os, ça peut être tous les tissus. Il y a quasiment tous les tissus qui sont concernés. Les maladies auto-immunes, il y en a malheureusement un pléthore. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que parallèlement à l'auto-immun,
l'allergie, qui est aussi un dérèglement, aussi une déstabilisation, un manque d'efficience du système immunitaire, est aussi en recrudescence. D'accord. Donc c'est vrai que les maladies auto-immunes, on entend beaucoup parler. Il y a des maladies émergentes comme ça. Du coup, et après on fera peut-être une petite pause musicale. Donc tu as eu des saisonnalités dans ce pourquoi les gens venaient. Et ça aussi entre quoi et quoi, ceux qui viennent le plus couramment, en fait, tout simplement. Parce que c'est aussi pour ceux qui nous écoutent de se dire « Ah tiens, ouais, ça peut se traiter comme ça, quoi ». Pour ça que je trouve que c'est bien de s'appuyer sur des cas pratiques. Je vois que moi, ce qui marche le plus, en tout cas, parce que moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'efficacité. Voilà, moi, mon but, c'est que la personne aille vraiment mieux et qu'elle avance et qu'elle aille mieux, que ça soit pérenne, que sa vie, elle est comprise maintenant, c'est bon, elle gère sa santé. Et en fait, ce qui marche bien, quand on va voir un naturopathe, c'est que on peut venir chercher voir des informations, c'est-à-dire qu'on a juste eu des diagnostics, on a fait des traitements médicaux, on vient essayer de comprendre la chose autrement, mais c'est la démarche, c'est-à-dire que c'est surtout une démarche sur une maladie qui est chronique, c'est-à-dire que on peut dire que l'obésité est une maladie chronique, d'accord ? Donc, on parle de maladie, mais sur un désordre chronique installé, c'est une démarche où on va venir détricoter. On va venir travailler couche après couche pour détricoter la maladie et mettre en place les réformes de vie, les changements et souvent le gain de nouvelles, de magnifiques aussi découvertes et nouvelles habitudes, parce que ça va avec, pour réaccéder petit à petit à un équilibre et donc guérir, commencer à guérir et se soigner. Donc c'est vrai que par rapport à la différence avec un médecin qui va directement te proposer un médicament pour lutter contre, là il y a comme dans les consultations en naturopathie, il y a comme un état des lieux de ce qui se passe, peut-être de l'historique, des prises de conscience pour la personne. Et donc, elle va aussi elle-même cheminer un peu grâce à peut-être les informations que tu lui donnes. Et du coup, il leur faut ils font plusieurs séances avec toi pour... ça dépend des gens. Il y a des personnes, si par exemple des dérèglements sont... ça dépend comment la maladie est installée et le chemin qu'il va falloir pour équilibrer l'organisme et les systèmes. Il y a ce terme médical, c'est l'homéostasie, c'est-à-dire c'est l'équilibre qui est fait par ce fameux médecin intérieur dont tu as déjà parlé tout à l'heure. En naturopathie, on dit aussi la force vitale, principe vital. Donc ça, c'est si tu veux, quelqu'un qui a un problème avec le sucre, par exemple, et qui est tout le temps fatigué et qui est obligé de grignoter toute la journée, si ça s'est installé depuis 4 ans, en plus dans ses traditions familiales, etc., c'est clair et net qu'il va falloir y aller pas à pas. Il va falloir qu'elle prenne à chaque fois d'abord elle découvre les nouvelles expériences, les nouvelles façons de manger, puis qu'elle expérimente, et puis elle va peut-être changer parce que cette solution sera plus adaptée à elle, elle plaira mieux, sera plus pratique, et puis elle va aller tout doucement se sevrer du sucre. Donc là, on est sur un sevrage de longue durée. Mais quelqu'un qui a un problème, par exemple, de digestion, alors qu'il mange des aliments qui sont devenus complètement intolérants pour lui, si on peut les retirer sur une consultation, ça va mieux, parce que le transit, tout de suite, va s'améliorer. Il aura une fragilité, mais sur ce point-là, son transit journalier, ses ballonnements, ils vont disparaître tout de suite, pour peu qu'on ait trouvé la cible. Merci pour ces premiers éclairages. On va poursuivre tout à l'heure sur peut-être le volet alimentation et tout ce qui est perturbation endocrinienne, mais on va d'abord se faire une petite pause musicale.
music drifting from the bar. Tu cherches quoi? On raconterait la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. On continue sur la naturopathie avec Nicolas. Donc, on va pas se mentir, il y a quand même le règne de la malbouffe qui nous entoure, le règne du sucre qui est présent un peu partout. Les supermarchés peuvent être flippants à bien des égards. J'entends parler aussi, tu le disais tout à l'heure, tout ce qui est perturbation du système endocrinien, ce plastique. Bref, c'est le chaos alimentaire. Comment toi tu ressens ça justement? Alors, je l'ai ressenti parfois avec beaucoup de colère, parce que on pense que dans un état de droit, on pense que dans un état bienveillant, voilà le constat. On peut épiloguer, mais il est assez simple. Il y a les 2 premières causes de mortalité en France, malheureusement, sont le cancer et les maladies cardiovasculaires, à égalité. C'est-à-dire qu'une année sur l'autre, ces 2 facteurs, ces 2 maladies, dans ces 2 maladies, on retrouve une part plus qu'importante à l'alimentation en premier, à la sédentarité et à la chimie, c'est-à-dire à la chimie qui rentre dans l'organisme. Ces 2, maintenant, c'est plus un débat, ça. C'est-à-dire que c'est des faits, les études, elles sont là. Et ces 2 facteurs de mortalité aujourd'hui, ils doivent être pris à bras-le-corps par les institutions. On doit enseigner à l'école quelle nourriture conduit à ça. Parce que le sucre, principalement, cet élément, le sucre raffiné, je ne parle pas du sucre des fruits, je ne parle pas du sucre qui est consommé à travers des aliments bruts dans lesquels il existe normalement, mais le sucre qui a été récupéré, qui aujourd'hui est raffiné pour passer très vite dans le sang, avoir cette espèce d'effet dopant au niveau du cerveau. Ce sucre qui est dans tous nos aliments, qu'on retrouve même dans le jambon, qu'on retrouve dans des aliments qui sont indiqués comme salés. Il se cache sous plein de formes. Il y a du saccharose, du sirop de maïs, de la mélasse. Sur les étiquettes, il y a jusqu'à 10 sucres des fois. C'est devenu une énigme pour les gens de savoir exactement s'ils consomment du sucre. Et pourtant, le sucre, c'est le principal facteur des maladies cardiovasculaires et des cancers. C'est-à-dire que le cancer, c'est un facteur d'aggravation, le sucre, mais c'est aussi un facteur de comorbidité par rapport aux problèmes qu'il pose, encore une fois, sur la gestion du sucre qui rentre en excès et par le fait qu'il abîme le réseau sanguin. Par le fait qu'il abîme. On a mis le point sur le cholestérol pendant longtemps. Alors, il y a eu la guerre du cholestérol, il y a eu des traitements qui ont été mis en place. Mais le cholestérol, ils s'aperçoivent aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont des taux différents de cholestérol. C'est difficile de dire une normalité pour le cholestérol. Il y a des gens qui ont besoin de plus de cholestérol parce que le cholestérol, c'est une précurseur des hormones. Et il y a des gens, ils ont besoin de plus de précurseurs pour avoir leur dose d'hormones. Donc le cholestérol, c'est pas lui la cause première. La cause première d'un système cardiovasculaire abîmé, entre parenthèses, la sédentarité, évidemment. Pourquoi la sédentarité? Parce que c'est un muscle, donc il n'y a pas d'entraînement du muscle cardiaque, il n'y a pas une irrigation qui est plus animée, mais
ce qui abîme l'intérieur des tuyaux sur lequel se pose le fameux cholestérol et les plaquettes, c'est le sucre qui le cause. Et la glycémie sanguine, devrait être un compteur de santé publique. Je veux dire, c'est quelque chose pour lequel il faut lutter, et aujourd'hui, il faut se sevrer du sucre. Alors, ça, c'est clair. Et comment s'y prennent tous ceux qui nous écoutent? Parce que c'est un sacré challenge, ça. Déjà, comme tu le dis, il y a le problème, c'est la guerre des étiquettes. C'est-à-dire d'arriver à voir déjà dans les produits qu'on achète, où est-ce que, tu vois, quand tu dis qu'il y a 10 sucres dans du jambon, c'est encore plus flippant que jamais. Donc, il y a ça. Et à titre individuel... comment peuvent faire les personnes pour petit à petit revenir à une alimentation plus saine et moins trafiquée? Ça, c'est complexe quand même. Alors moi, dans ma façon que j'ai appris, que je relate et que je défends, c'est nous, on n'est pas dans la restriction comme l'est un diététicien. C'est-à-dire que nous, on va pas couper les vivres. On va pas dire à la personne, bah maintenant t'as trop abusé, alors tu vas le payer. Tu leur proposes pas directement le jeûne de 21 jours? Non, on y viendra petit à petit à ça. Pour les plus érudits. Ou le jus de betterave pendant 40 jours. Non. Alors par contre, je suis extrême là, t'as vu? Un truc super, parce que toujours, il y a toujours des trucs qui passent, c'est qu'on a le jus de grenade en Provence. Ouais, tout à fait. On en a partout. Et ça, il n'y a pas besoin de l'acheter qui vient de je sais pas d'où, qui a fait le tour de la Chine, en passant par la mer du Nord. Mais on a du jus de grenade. Et le jus de grenade, pour faire tu l'associes au jeûne, c'est ça? Puisque alors non, j'étais encore sur le sucre. Ah, t'étais encore sur le sucre et la résistance à l'insuline. Ouais. Donc du coup, le jus de grenade, par exemple, ou d'autres jus de fruits peuvent venir en aide pour éviter de consommer du sucre raffiné, c'est ça que tu dis? Alors là, dans le jus de grenade, c'est qu'il a une richesse presque inégalée en certains antioxydants qui vont redonner aux cellules la possibilité d'accepter du sucre. Parce que, en fait, au bout d'un moment, le corps qui est gavé de sucre, c'est comme les personnes qui font des restrictions et qui maigrissent pas. Ah, je comprends. Donc les cellules, elles en reçoivent tellement qu'elles ferment les écoutilles, elles se disent basta. C'est un peu ça. Ça rentre plus. Et du coup, elles ne fonctionnent plus. Alors, elles fonctionnent moins bien. Et puis, c'est surtout que, il est où le sucre? Il est dans le sang. Et comme ça, c'est pas possible, comme je l'ai dit, que le sucre est très, très nocif en circulation sanguine, qu'est-ce qu'il fait le corps? Il fait des triglycérides. Donc la personne, elle mange moins, mais le peu de sucre qu'elle a, elle le garde en gras. Donc elle ne maigrit pas. Donc en fait, il y a un problème de résistance à l'insuline qui se passe aujourd'hui dans ces populations d'abondance alimentaire. On a fatigué les cellules à un point où il va falloir prendre du temps pour en revenir. C'est pour ça que plus tôt on peut arrêter chez les enfants l'addition de sucre, que ça soit dans les boissons, que ça soit dans les gâteaux, l'addition de sucre blanc. Voilà. Moi, en naturopathie, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est toujours dans le respect de chacun et dans le plaisir. C'est-à-dire qu'on doit être fier et normalement, ça doit nous apporter énormément de satisfaction de dire, moi, je vais comprendre comment je marche, j'ai un chemin de vie qui est le mien, je suis passionné par ci ou ça, mais mon corps, ma monture sur laquelle je vis, je vais la maîtriser, je vais comprendre comment elle fonctionne, et peut-être même qu'en vieillissant, je vais être plus fort. Et pour ça, il faut du plaisir, il faut de la satisfaction, et nous, on fait pas de restriction, on remplace. C'est-à-dire que, par exemple, un adolescent qui va avoir le réflexe du Kinder ou de la barre chocolatée, parce qu'il a des coups de barre en classe, on va lui proposer, par exemple, un mélange fait d'oléagineux, de fruits secs, et on va l'aligner à ce qu'il aime bien. C'est-à-dire qu'on va poser beaucoup de questions et beaucoup d'échanges, et on va dire, ah, toi, t'aimes bien ce genre de truc-là, j'ai compris exactement quels sont un peu tes goûts que t'affectionnes, et on va essayer de trouver des aliments, on va lui donner à tester, avec un retour possible, il n'y a rien d'arrêté, et on va remplacer, on va essayer de faire découvrir des nouvelles expériences avec des nouveaux aliments, et puis de se mettre à la pratique de la personne. Où en est-elle aujourd'hui? On va pas remettre au fourneau quelqu'un qui ne fait plus que cuire des pâtes et mettre des sauces industrielles. Donc il va falloir y aller doucement, il va falloir... Mais le plus important, c'est de revenir à une alimentation brute, en fait. Franchement, ça donne envie de bien manger, de se faire du bien, de réapprendre. Et c'est vrai qu'il y a aussi l'idée de travailler en synergie avec la personne. Je crois qu'il y a beaucoup de mamans qui ont des ados.
on a beau leur faire des petits plats, ils vont te sortir, non, mais moi je préfère le McDo, maman, c'est tellement plus délicieux. Et il n'y a pas toujours la forme d'autorité, et il manque l'information, en fait, qu'elle puisse dire, attends, là, il se passe ça dans ton corps, ça va aller là, est-ce que tu veux aller là? Il y a vraiment ce côté d'avoir les mots pour essayer de faire changer les personnes. Tu as parlé tout à l'heure de tout ce qui est surpoids, obésité, donc une maladie chronique. J'ai lu rapido un article il n'y a pas longtemps avec des chiffres super alarmants. C'est un peu la suite de ce que tu disais, de ces cellules qui fonctionnent plus et des calories vides. Tu peux nous parler un petit peu de ça aussi? Oui, aujourd'hui, on n'est plus dans une écoute par rapport à l'alimentation. L'alimentation, elle peut pas être raisonnée. D'un côté, l'alimentation, elle sera jamais raisonnée parce que c'est notre instinct primaire. C'est aussi une source de plaisir, et c'est relié aussi à un cadre familial, à une culture. C'est trop compliqué de manger par calcul. On peut pas manger par tableau comme on ferait une séance de sport, voyez, où on veut prendre des muscles. Ah non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Notre frigo, il marche pas comme ça. Ah non, il marche pas. Et puis même, on vivrait dans une austérité qui serait. Ouais, il y a plus la dimension du plaisir. Ah là, c'est ça. Et celle-ci, on sent qu'elle est précieuse pour toi. Ah oui. Hein, mais moi, c'est la nourriture. Chaque repas, c'est magique. Hein. Ouais, je vous le dis. Et c'est pour ça d'ailleurs que je cultive aujourd'hui mes propres légumes, et en voyant ce qu'il faut pour faire pousser un légume de qualité, et sans chimie, c'est-à-dire sans se dégager les nuisibles, sans le mettre sous perfusion pour qu'il soit assez gros et qu'il puisse me nourrir, mais on s'aperçoit qu'en fait, le jardin, c'est un équilibre. Encore une fois, c'est un équilibre. C'est un équilibre où il faut qu'il y ait toutes les conditions de la vie pour que les choses se fassent bien, et qu'elles soient résistantes. C'est-à-dire qu'elles soient résilientes par rapport à ce qui va se passer, ce qui va arriver. Et pour revenir au fléau de l'obésité, aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de revenir aux fourneaux. On n'a pas d'autre choix que de revenir aux produits bruts. Et il faut aller chercher, soit chez un ado, par exemple. Imaginons un ado qui fait du sport, qui est content de faire du sport et qui a envie d'avoir de l'énergie. Si vous expliquez à cet ado que de manger des pâtes le midi, il va pas avoir la pêche jusqu'à 16h, 17h, jusqu'à sa séance de football, jusqu'à ça, il va peut-être essayer. Il va peut-être essayer de manger une nourriture qui est plus rapidement digeste et qui lui apporte plus d'énergie. Il va peut-être comprendre que s'il met pas aujourd'hui des minéraux, des vitamines, des éléments qui sont essentiels à la vie, dont on peut se passer, petit à petit, il va être plus blessé, il va se blesser, il va avoir ses performances vont être limitées. Donc, un autre ado qui aime manger, vous lui faites découvrir des nouveaux goûts. On a de la chance aujourd'hui, c'est que on a quand même un pays d'abondance. On a quand même énormément de choix de variétés, et la plupart des gens, ils connaissent pas plus que 10 fruits et légumes. Donc en fait, parmi ce choix très vaste où il y a une abondance de plein de choses, règne quand même les calories vides, et puis une microbiote pauvre. Donc tu peux expliquer rapidement ce concept de microbiote, de probiotiques qui permettent de relancer la machine, etc., qui doit être dans le cœur de tes activités, oui, ça. Le tube digestif, la naturopathie, c'est le tube digestif. Et même les neurones qu'on a à l'intérieur. C'est fou, hein. On croyait que c'était que de l'arrivée d'informations du cerveau pour diriger, encore toujours le cerveau qui dirige le ventre, mais en fait c'est le ventre qui envoie plus d'informations au cerveau. Hein. C'est ça. Ouais. Ah ouais. Donc il y a un truc simple, hein, c'est que vous allez bien dans votre ventre, vous avez 80% de vecteurs chimiques du bonheur. Si avec ça on n'a pas envie. Oh, alors ça c'est la 80%. 80%. C'est plus que 2/3. Ah ouais, carrément. Donc j'ai bien dans mon ventre, j'ai une super patate. Ah mais c'est clair. Et ça c'est pas vous, c'est la vie qu'il y a dans votre ventre. C'est-à-dire que sans vie dans notre ventre, ils ont fait des expériences sur des souris où ils les ont stérilisées complètement, hein. Donc elles devenaient obèses, elles perdaient de l'action, elles perdaient du courage aussi. Ils les soumettaient pour protéger les petits à des accidents, traverser un bac d'eau, est-ce qu'ils y allaient? Quand on n'a plus de microbiote, c'est comme si on n'avait plus d'hormones.
on n'a plus de... Il n'y a plus de jus. Il n'y a plus de jus. Ah ouais, il n'y a plus de vie. C'est l'élan vital, en C'est fait, l'élan vital. qui va peut-être juste dans les organes vitaux pour préserver. Jusqu'au système nerveux. C'est ça. Voilà, pour la sérotonine, qui est faite à 80% par ces bactéries qui habitent notre ventre et qui est faite jusqu'à 80% si les bactéries sont là, en bonne quantité, et dans un milieu, dans un écosystème équilibré. On va se refaire une petite pause musicale, puis après tu nous parleras quand même de ton jardin. T'en as parlé un petit peu, mais j'aimerais bien que t'en parles un peu plus parce que ça te donne le smile et puis en plus ça va nous donner des informations aussi sur mieux se nourrir et prendre en main sa santé. Avec plaisir. Alors dans la santé, Nicolas, il y a vraiment la notion, on en a parlé tout à l'heure là quand on prenait notre petite pause au soleil, de la responsabilité. La responsabilité de prendre soin de soi. Et ça, je sais que là-dessus, toi, t'es quand même... moi, c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui me donne envie de t'écouter. C'est ce côté qui est assez militant quand même, quoi, qui s'énerve un petit peu contre plein de choses. Donc, sur cette responsabilité au niveau de la santé et sur ce pourquoi tu milites, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ah oui, alors sur ce côté dialogue au plus grand public, il y a une phrase de Pierre Rabhi qui m'a vraiment marqué, qui dit ok, si on veut pas de sang et de toute façon sans garantie de réussite, la seule manière de vraiment combattre la machine, la dictature économique d'aujourd'hui et mondialiste, internationale, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que c'est l'autonomie en matière de santé, en matière d'alimentation, mais en matière aussi de nos besoins, de répondre à nos besoins. Et cette autonomie, il ne parle pas d'autarcie, on ne parle pas de gens repliés sur eux-mêmes et qui se ferment au monde. On parle d'une autonomie interconnectée. Il faut que les personnes y reviennent à la simplicité. Il faut savoir ce qu'on mange, il faut savoir de quoi est constituée notre assiette. Il faut savoir de quoi est constitué même le médicament que vous prenez. Il faut s'informer parce que le monde, il est plein d'informations et malheureusement, il y en a certaines qui nous passent sous le nez. Eh bien, il y a une chose quand même, c'est que quand on prend un médicament tous les jours, sur différentes années, le minimum des choses, c'est d'avoir en tête des effets secondaires pour pouvoir réagir vite si on souffre de ce médicament, pour pouvoir orienter le médecin qui, lui, pourra prescrire un traitement. Il faut savoir ce qu'on a dans notre assiette, c'est-à-dire qu'il faut savoir si notre assiette répond à nos besoins. Et ça veut dire qu'on
On ne demande pas à tout le monde de lire des revues médicales, et puis tout le monde n'est pas intéressé par connaître combien il y a de vitamines, de minéraux, de glucides, lipides, protéines dans son assiette. Mais il faut un minimum être éclairé, parce que malheureusement, la proposition aujourd'hui n'est plus saine. C'est-à-dire qu'on a des propositions saines, mais on en a des autres qui sont moins saines. Et ça, c'est la machine Afrique qui a pris le dessus depuis les années 60, l'ère industrielle, puis ensuite l'ère nouvelle avec l'arrivée de la chimie, de l'industrialisation de la nourriture. Il y a eu un moment une cessation du bon sens et de la bienveillance. Et aujourd'hui, elle existe, elle est là, et on vit dedans. Donc, soit on apprend à s'en défaire, soit on apprend à s'en méfier, tout du moins. Mais en tout cas, il faut s'y intéresser. Pour moi, on n'a pas d'autre choix que de s'y intéresser un minimum. Alors, on peut se faire aider, mais on peut pas mettre des œillères là-dessus. On peut plus mettre des œillères. Quelque part, en fait, c'est comme si les personnes, elles devaient devenir de moins en moins passives concernant leur santé. Et quand elles vont voir un médecin, qu'elles se documentent auprès déjà de leur médecin pour savoir un peu ce qu'elles prennent et quels sont les risques, quoi. Mais complètement. Vous auriez idée d'aller voir un seul garagiste et puis qu'on vous dise vous en avez pour 6 000 € de réparation. Qu'est-ce que vous faites instinctivement? Vous allez voir un deuxième garagiste, hein? Bien sûr. Voilà, parce que vous dites, attends, ça me paraît beaucoup, puis je les ai pas, de toute façon, je vais voir si je peux avoir moins cher, qu'est-ce qu'il me propose? Puis vous allez voir un deuxième garagiste. Si lui vous dit 2 000 € au lieu de 6 000, vous dites, je vais peut-être prendre celui-là, je vais peut-être en voir un troisième, parce que peut-être qu'il me dit n'importe quoi. En matière de santé, il faut arrêter de croire. Un médecin, c'est un homme, même un chercheur, même des génies qui ont su révolutionner l'humanité, hein. Eux aussi, ils ont leurs troubles. Eux aussi. Et un médecin, ça reste une personne qui est en face de vous et qui peut avoir, par amalgame de gens qu'il a vus 10 fois, confondu vraiment ce qui se passe, parce que il a un temps à vous accorder qui est lui aussi cadré, il a des protocoles. Il faut que vous cherchiez. C'est une recherche personnelle. Il y a une recherche personnelle pour aller mieux dans la vie. On le sait quand on travaille en psychologie, on sait quand on travaille sur des blessures psycho-émotionnelles, mais c'est pareil. L'aliment, Hippocrate disait ton premier médicament, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui rentre tous les jours, quoi. On va pas s'occuper de l'écart qu'on a fait quand on est parti en voyage, mais on parle de quelque chose qui rentre tous les jours dans l'assiette. C'est vraiment dans le quotidien, dans la manière dont on gère son quotidien. Je veux dire, après, les petits à côté, etc., ils sont pourquoi pas même bienvenus, puisque ça fait une forme de diversité, puis ça va pas choquer le corps. Non. Et on n'est pas là pour casser du sucre, pour le coup, sur la médecine allopathique. Non, c'est pas du tout. On a besoin des médecins, évidemment. Bien sûr. De leur savoir. Bien sûr. Et toi, du coup, dans ton travail, il y a des synergies entre médecine allopathique et naturopathie. J'ai la chance de connaître quelques médecins ouverts. Ah, ça, c'est super. Et qui sont des médecins aussi qui se forment eux aussi en nutrithérapie, en phytothérapie, parce qu'ils sont pas satisfaits des résultats qu'ils obtiennent dans certains cas. Donc eux, ils veulent du résultat. Donc ils vont chercher et ils sont pas fermés, ils s'ouvrent. Et à quoi bon si c'est efficace, hein? Moi, quand j'ai fait la formation MDR, il y avait beaucoup de psychanalystes, de psychologues qui avaient de la bouteille, qui avaient 20 ans, 30 ans de métier, qui avaient des résultats puisqu'ils étaient encore là. Mais dans certains cas, ils en avaient marre que ça marche pas. Ils voulaient quelque chose d'efficace. Ils sont venus à prendre une thérapie bref qui est accessible à tout le monde. Ils ont pas de fierté, pas d'orgueil et prenons ce qui est effectif, quoi. Et là, c'est génial parce que du coup, on parle de médecins qui finalement ont cette ouverture d'esprit de relier la naturopathie, l'iridologie et d'autres, la phytothérapie, comme tu parles. Donc là, c'est fabuleux. Après, il y a aussi une très grosse régression dans la qualité des soins. Ouais. Je crois que tu avais c'est pas je crois, mais tu avais parlé justement d'une amie danseuse que tu avais suivie. Parce que c'est important de donner des exemples aussi de cas concrets où pour le coup les médecines alternatives elles trouvent des solutions. C'est surtout qu'on retrouve ces gens-là, nous. Parce que les gens, ils essayent comme tout le monde d'abord le cycle normal, le médecin de famille, et puis quand ça marche pas, on les récupère derrière. Donc moi, forcément, j'en vois plus que tout le monde encore des personnes qui sont déçues ou qui trouvent pas de solution. Voilà, qui se sentent pas bien accompagnées.
Et ouais, non, alors là, c'est vrai que pour la mise en question, là, on est plutôt dans le terme des urgences, hein, donc du service de santé qui est proposé à la population, hein, et de ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est très très complexe, c'est très compliqué. C'est trop compliqué, c'est trop compartimenté, et surtout, on n'a plus de... Donc voilà, cette personne qui a eu des douleurs passées il y a 1 an, je crois, 1 an et demi, des douleurs typiques qu'on a au mollet, en fait, qui sont en fait, pour une personne qui danse professionnellement, des problèmes ligamentaires, musculaires, mais en fait qui n'en étaient pas, donc qui passe à l'as. Et puis 1 an, 1 an et demi après, des douleurs thoraciques, une pression thoracique. On cherche encore les muscles, les côtes, il y a quelques examens qui sont faits, on trouve rien. Et en fait, c'est une embolie pulmonaire. Et pour raconter quand même le truc qui, je pense, est révoltant quand même aujourd'hui, et là, pour le coup, c'est vrai que c'est un coup de gueule, c'est qu'on a une personne qui ne connaît pas la santé, hein, qui n'est pas d'une formation même scientifique, et puis qui s'y intéresse pas, qui fait autre chose, simplement, et qui pense qu'on a un service pour ça, et qui vient remettre sa santé avec une certaine crainte d'aller vraiment mal, parce que ça se précipite, ces pressions deviennent de plus en plus fortes, qui se retrouve aux urgences en pleine nuit, hein, à Aix, et qui attend, qui retrouve pas un humain devant elle, qui la prend en charge, qui dit Madame, vous appelez comment, qu'est-ce qu'on va faire, qui se retrouve à faire un examen à gauche, revenir en salle d'attente, on lui dit rien, pas de réponse, elle retourne à droite, on lui refait un petit examen, et puis des heures se passent, et puis elle est là, et moi je l'ai en même temps en texto parce qu'on est amis, et je lui dis mais tu sais que vu comment ils sont débordés, ce que tu me dis qu'il y a 10 personnes dans la salle des urgences, que ça crie parce que tout le monde veut ses résultats, va taper, c'est terrible, tu es pas comme ça, mais vas-y, va défoncer la porte, tu demandes tes examens, tu dis où ils en sont, vous avez les résultats, moi je vais me barrer, j'ai froid. Et qu'est-ce que j'ai ? Et en fait, elle a bataillé pour avoir une feuille de résultats qu'on ne lui a pas expliquée. C'est pas une personne. Ouais, tu repars avec ta feuille que tu comprends rien. On lui a dit, bon, ok, le mal est passé, c'est bon, vous pouvez y aller, vous vivrez. Mais il y a quand même un suivi, elle a une embolie pulmonaire, donc il y a eu un caillot qui s'est déplacé, il y avait des analyses qui montraient que c'était ça, puisqu'il y avait des enzymes qui étaient en train de bouffer le caillot, donc le corps a réagi comme il fallait, et c'est passé. Mais est-ce qu'elle va pas en refaire une ? On lui a posé la question de cette fameuse douleur qu'on a toujours à la jambe avant des embolies pulmonaires, puisque le caillot il se forme en bas, puisque c'est le même réseau qui arrive à la veine qui est bouchée, et qui donc du coup crée l'embolie pulmonaire pour un défaut d'alimentation au niveau du sang des poumons. Et du coup, est-ce qu'on lui a expliqué que les gestes de méfiance, de précaution pour l'avenir ? Est-ce qu'on lui a dit que là c'était fini, qu'elle pouvait être tranquille ? Est-ce qu'on lui a dit même reviens, on fera une petite prise de sang dans 3 mois pour voir si il y a plus d'enzymes qui attaquent les caillots, donc il y a plus de caillots ? Rien. Elle est rentrée comme ça chez elle. Voilà. Comment elle s'appelle cette personne ? Je dis que je la citerai pas. D'accord. Alors, cette personne qu'on ne cite pas, Ouais. je dis ça parce que pour moi, elle représente des milliers de personnes qui vont aux urgences et qui se retrouvent, alors qu'ils sont dans une situation difficile, qu'ils ne savent pas comment faire, qu'il y a de l'impuissance, il y a en plus de la non-connaissance de ce qui se passe, de l'inquiétude, et effectivement, comme tu dis, souvent ils repartent avec un papier, une ordonnance, et c'est émotionnellement, très grave, quoi. c'est super dur, quoi. Ah bah ouais. Émotionnellement, c'est... Et puis en plus, dans l'histoire, il me semblait que justement cette personne ne lui avait pas filé d'anticoagulant. Donc, Ah non, mais c'est incroyable. Non, parce qu'ils ont estimé... Alors moi, je sais comment que ça se passe à l'hôpital Nord, un peu à Aix. Je pense qu'il y a eu un relais de médecins, de chirurgiens, que ça a été fait dans une... Ils font ce qu'ils peuvent parce qu'ils sont aussi. Il faut voir que les situations, les restrictions voilà. de budget, ils sont pas les seuls responsables de plus avoir le temps de dire bonjour et de s'occuper d'une personne. Elle est là. C'est qu'ils sont tous à leur sup. Ça devient super compliqué. Ils sont tous tendus. On a eu quand même une crise sanitaire qui a été sans précédent depuis des décennies. Et le système médical, ils ont fait que de l'austérité. Il y a eu que des économies de fait alors qu'on vient de traverser une crise sanitaire sans précédent. Alors justement, par rapport à cette crise sanitaire, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui sont dans une espèce de fatigue chronique, comme s'ils ne retrouvaient pas leur énergie d'avant. Et moi, j'aimerais qu'on parle de 2 choses. C'est comment ils s'appellent ces aliments, ces aliments très vivants là, comme je voudrais que tu nous donnes en fait
un petit... Des petites pépites. Exactement, les petits pépites. Tu sais, je pense aux graines de chia, mais il doit y avoir Ouais. plein de choses. Et puis que tu nous parles aussi, parce que justement, c'est le confinement qui fait penser à ça, ce jardin que tu as créé. Voilà, pour que effectivement ceux qui nous écoutent, ils aient quelques petites pépites, comme si c'était le début d'un chemin et qu'après ils aient de quoi continuer. Puis bien sûr, on mettra aussi ton contact pour ceux qui veulent en savoir plus. Alors encore une fois, c'est une globalité. Quand on a une convalescence qui n'en finit plus, quand on sent que notre niveau d'énergie il est au plus bas et depuis trop longtemps, et ça va être encore une globalité, parce que si on en est là, c'est qu'en fait il y a eu une accumulation sinueuse et pernicieuse qu'on n'a pas vue. Et en fait, la maladie, nous on dit dans ces médecines, parce que je rappelle quand même que la naturopathie, c'est la première des médecines, puisque on tient des enseignements d'Hippocrate, dont le serment est fait aujourd'hui, sur lesquels les médecins valident leur fin de parcours. Donc, on va pas faire de mauvaises blagues dans ce cas. Non, mais voilà, et ce qui nous manque le plus quand on est dans une convalescence qui ne va plus, c'est un blocage organique. C'est un blocage pour éliminer les ersatz, tout ce qui reste de l'infection en général, ou d'autres dérèglements. Il faut d'abord libérer les organes, il faut que les systèmes ils marchent au mieux pour pouvoir régénérer. C'est-à-dire que si ça dure, c'est qu'en fait la régénération est bloquée. C'est-à-dire qu'on est fait pour se régénérer. Au bout de 15 ans, vous avez plus un morceau de votre squelette qui est le même. Il est toujours à la même place. Il va même reproduire encore les blessures. On est en régénération permanente. Totale, tout le temps. Ou en dérégénération, justement. Alors voilà, c'est soit l'un ou l'autre. Et ça, c'est Bruce Lipton dans La biologie des croyances qui l'explique vraiment bien, et il prend le temps, et vraiment c'est magnifique, parce que c'est un éminent chercheur qui a consacré toute sa vie à la cellule et qui a fini homme spirituel de paroles, de fortes paroles, et qui est incroyable dans ses recherches, dans ses trouvailles. Il nous porte quelque chose, c'est magnifique, c'est génial ce qu'il a trouvé, et c'est palpitant d'ailleurs de le dire. Et lui, il a, comme d'autres, il a bien distingué quelque chose. C'est que la cellule, on est fait de cellules, d'accord ? Donc chaque unité de nous-mêmes, elle est dans deux postures. Soit elle se défend, soit elle survit. Et là, on marche aux hormones du stress. Elle est en train d'avoir une disposition qui lui permet de combattre l'ennemi ou la situation qui ne va pas. Ou soit elle se régénère. C'est l'un ou l'autre. Exemple, quand on est en digestion, elle se régénère pas. Parce qu'elle est occupée. Voilà. Donc si vous mangez matin, midi, après-midi, soir, et que vous grignotez avant d'aller vous coucher et que vous remangez, là, ça fait déjà 24 heures qu'on vient de parler, là. Et vous continuez la deuxième journée, quand même 24 heures. Donc là, la fatigue va s'accumuler, les déchets... Aucune cellule, elle a pu se régénérer. Donc si elle est abîmée, elle continue à être abîmée. C'est la même. Elle ne peut pas se régénérer. Elle ne peut pas se réparer. Donc déjà, grignotage et visite. Surtout quand on est malade. Le premier truc, quand on est malade, un enfant, il le fait bien. Quand il est malade, il n'y a pas faim. Un enfant, et nous, des fois, on est là, si, il faut que tu manges. C'est pas normal, t'as pas mangé depuis 12 heures, mais tu vas mourir de faim. Et non, un enfant, il mange pas parce qu'il est encore dans l'écoute de lui-même, il a encore son sens instinctif. Il mange pas pourquoi ? Parce que les cellules, elles sont en train de bosser. Et à partir du moment où l'aliment va rentrer, les cellules vont arrêter ce travail-là. Elles vont digérer d'abord. Donc il y a vraiment besoin de ces temps de repos, qui sont des temps de régénération pour le corps. Ah oui, vraiment. Et de libérer ce médecin intérieur en apportant des choses qui peuvent manquer pour certains qui ne mangent pas de fruits et légumes, c'est-à-dire par la complémentation au pire des cas, mais on peut quand même tout trouver dans notre environnement pour un budget très raisonnable, mais des vitamines, des minéraux, des enzymes végétales que l'on va trouver où ? Que dans les produits bruts. Produits transformés, la plupart des bons gras, ils sont dénaturés. Produits chauffés, donc pour être pasteurisés, il n'y a plus de vitamines. Produits raffinés, sucre, pâtes, etc., il n'y a plus de minéraux, il n'y a plus de fibres. Il n'y a que le produit brut qui propose quelque chose que notre corps a besoin et attend. Et on n'a pas le choix, on peut pas vraiment faire autrement parce que ces éléments, on ne peut pas les fabriquer. Il faut bien les importer. Donc mangeons brut, faut retourner au fourneau, faut réapprendre, faut redécouvrir, faut se faire plaisir à tester des nouvelles recettes, à essayer de remplacer des grignotages qui sont pas bons par d'autres,
à remplacer des pâtes à tartiner qui sont faites de 40% de sucre par des purées d'oléagineux crus. Il faut aller trouver dans les légumes des parfums, des épices, pour avoir plein de goûts, une effusion de plaisir à chaque fois qu'on mange, et puis de la variété. Et quand vous remettez ces conditions-là, vous mangez moins, et ben vous arrivez petit à petit à commencer à soigner. Ça, c'est ce que tu retrouves un peu dans ton jardin, là. Le jardin, c'est quelque chose que tu fais personnellement pour toi, pour nourrir ta famille? C'est quoi c'est l'histoire? vraiment l'idée Ouais. de manger. Du coup, un jardin, c'est comme ça, c'est qu'à un moment, on n'a rien, et puis à un moment, on en a trop, on donne aussi, mais c'est ça qui est, c'est sympa, et c'est vraiment d'avoir de la qualité, et puis de faire l'expérience aussi, de voir. On a commencé avec le confinement, donc on avait un peu plus de temps que d'habitude, de voir si on pourrait peut-être, pour des gens qui mangent vraiment en quantité des légumes, se subvenir à nos besoins. Oui, par rapport donc à la question d'autonomie dont tu parlais tout à l'heure. Une expérience d'autonomie, sans Expérience prétendre d'autonomie. à Puis quoi bon, que ce soit. c'est vrai aussi que tu reprends aussi le cycle de la nature, des saisons, le temps qu'il faut pour que ça mais pousse. c'est- Tu te mets en lien avec C'est un enseignement. C'est un enseignement, ouais, voilà. ouais. C'est cette partie-là que Ce qu'on a vraiment découvert, c'est qu'il fallait vraiment laisser faire. Un exemple, vous enlevez tous les pucerons, vous mettez un insecticide, vous le faites même naturellement. Ça peut être fait avec du savon noir, voilà. Bon, en fait, vous avez encore des pucerons. Puis, vous en sortez pas, quoi. Et vous laissez les pucerons, les abeilles arrivent, les coccinelles arrivent, elles ont à manger, elles restent sur place, et vous avez un peu de pucerons, mais jamais trop, pendant toute la saison. Normalement, il y a un rééquilibrage qui se fait. Voilà, c'est ça. Sauf qu'à cause de la pollution et de tout un tas de toxicité des pesticides, ça, pour les insectes et tout ça, je pense aux abeilles, mais il y en a plein d'autres. C'est très compliqué, ouais. ouais. Avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu me donnes ton avis sur On parlait justement que finalement les rythmes ne sont plus respectés. La sensation de faim est perdue pour beaucoup de personnes, puisque comme ils grignotent tout le temps... Droguer du sucre. Droguer du sucre. Alors, moi j'ai fait des expériences de jeûne que j'ai trouvées super, et j'aimerais savoir ce que tu en penses, toi, et ce que tu peux en dire. Alors, il y a du bon et du mauvais dans tout ça. Parce que je sais que les Chinois, ils sont pas contents. Ils veulent pas du jeûne. Ouais. En médecine chinoise, ils trouvent que ça affaiblisse l'organisme. Ouais. Après, on a vu certains sportifs qui, lors de grands chelems et tout ça, font des jeûnes très longs. Et toi, tu as un petit peu bossé ça là-dessus en Oui, naturo? j'ai même j'ai accompagné des gens à jeûner, ouais. Pour qui ça a été d'ailleurs... ils n'ont pas gravi une marche avec ce jeûne-là, ils en ont gravi 10 quand ils en attendaient 4, quoi. Parce qu'il y a toute une découverte d'un... Il y a un truc, puisqu'on n'a même jamais assez de temps, et puis c'est compliqué parce qu'on n'a pas de questions d'auditeurs. Moi, j'ai l'habitude de répondre à des problèmes précis. Devant moi, ce qui me cadre aussi, et là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y a un truc, moi, que je trouve un peu magique. Tu reviendras. Avec plaisir. Et il y a une expression génétique qui est prévue. Donc, c'est-à-dire qu'on a des gènes, ils distribuent tous des fonctions différentes, ils permettent de générer des protéines qui ont des fonctions physiologiques et qui sont l'expression de nous-mêmes, qui sont l'expression de plein de choses. Et dans le code génétique, il y a une part qui est réservée à l'état de famine. Ah ouais. Il y a une part de vous que vous connaîtrez que si vous jeûnez. C'est intéressant, ça. C'est incroyable, ça. Et c'est génial en même temps. Il y a une part qui est là, qui est en dormance, qui attend, qu'on porte des ancêtres. Elle est là, elle attend. Elle attend parce que ça fait 120, 200 ans qu'on vit comme ça. Mais on a 70 000, voire que c'est pas bien précis d'ailleurs, peut-être beaucoup plus. Mais en tout cas, au moins 70 000 est dit par les datations. 70 000 ans qu'on vit d'une certaine façon, c'est-à-dire avec des famines, avec des aliments bruts. Et en 200 ans, on se retrouve avec des nouveaux aliments, des nouveaux produits, de l'abondance alimentaire comme on n'en a jamais eu. Et aussi un bazar sans nom. Ouais. Hein? Ah oui, tout ça, c'est un beau bazar. Parce qu'il y a un vrai manque de sagesse. Ça pourrait être une gestion magnifique, toute cette abondance. Ah oui. Le temps va bientôt nous être compté. J'ai envie de te demander quel est ton dernier mot, ton message. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour clôturer? Eh ben, la santé, votre santé, c'est votre bien le plus précieux. C'est grâce à lui que vous allez accomplir et réussir vos ambitions. Et il y a un engagement aussi. Il y a des enfants, il y a la descendance, puis il y a aussi la terre. Il y a le fait qu'on appartient à ce milieu.
Et tout ça, ça a un cycle qui est éternel et qui était là bien avant nous. Et ce cycle-là, on peut pas y déroger. Il faut qu'on réintègre cet écosystème et cette liaison, ces lois de la nature. En fait, elles doivent être notre doctrine. Les lois de la nature, elles doivent être la visée. Ouais, pour retrouver notre joie et le vivant. Oui. Alors, merci beaucoup, Nicolas. Merci Donc, à vous, tu ravi. es naturopathe à Venelle, tu es aussi iridologue. Je peux communiquer tes coordonnées? Oui. Ouais. Donc, c'est le 06 69 59 84 75. Ton mail, tu veux nous le dire? C'est NB, comme mes initiales, Nicolas Bertolotti, .naturopathe@gmail.com. Ouais, en fait, je me suis trompée, c'est le site internet que Oui, je parce que le mail. voulais. Alors, ton site, du Le coup? site internet, sous Google, si vous mettez Nicolas Bertolotti, vous retombez dessus assez rapidement. Super. Et puis, je sais aussi que tu es passionné, donc ça, c'est hors sujet, mais ça fait partie de la dimension du plaisir. Hein, on va faire le lien avec ça. Tu adores les percussions. Oui, Hein, le exutoire. Ah ouais, t'es à fond. Je crois que tu fais venir des tambours de je sais pas où. Là, Ah oui, hein, ça fait au moins Enfin, 20 ans. pas des tambours, mais comment ça Des s'appelle? des djembés. Des djembés, Les voilà. djembés, c'est Et musique traditionnelle de l'Empire mandingue de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et donc, tu accueilles dans ton home pour un petit cours une fois par semaine. Voilà, je donne des Donc ça, cours. c'est autre chose. Et Mais on nous, à joue pour la danse. Zinzine, on est quand même vraiment des grands passionnés de musique. Donc, merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous, à toi. C'est très gentil d'avoir accepté l'invitation. C'est généreux de ta part parce que je sais que ton temps est précieux. Et on va rendre l'antenne. Vous continuez sur Zinzine avec la suite du programme. Merci. Au revoir. Bye bye. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you.